D'ici l'été, le gouvernement Trudeau devrait avoir déposé son projet de loi légalisant la consommation de cannabis à des fins récréatives. Il y en a qui se réjouissent de ça, d'autres qui émettent des sérieuses réserves. Alors oui, le cannabis peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, mais il peut aussi être très néfaste. Alors quel impact tout ça va avoir pour Montréal, pour les Montréalais? Comment les autorités montréalaises se préparent à tout ça? On va discuter autour de la table avec moi pour discuter de ça. J'ai avec moi Philippe Despots. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et fondateur de Maitri-Leaf. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste exactement. Également avec nous, Florence Chanu, psychiatre, fondatrice et directrice clinique de l'unité de psychiatrie des toxicomanies du CHUM. C'est exact? C'est exact, mais maintenant, je suis à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Du Sacré-Cœur de Montréal. Oui. Bienvenue. Merci, Dr Chanu. Et également avec nous, Geneviève Lefebvre, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Bonjour, Geneviève. Donc, si vous le voulez bien, pour lancer la discussion, notre reporter Stéphanie Gagnon est allée rencontrer une jeune femme qui a eu de graves problèmes de dépendance au cannabis. Tout perdu pour ça. Maria a fumé son premier joint à l'âge de 14 ans. Elle a connu un problème de dépendance qui l'a obligée à tout arrêter. Au début, j'avais commencé avec les potes pour être acceptée, puis être cool. De plus en plus, j'ai commencé à connaître des personnes avec ces mondes. Après, j'ai pas arrêté, j'étais pas capable d'arrêter. J'ai fumé tous les jours, 24 heures sur 7. J'ai essayé d'avoir l'argent n'importe où pour fumer. Maman d'une petite fille, Maria a réalisé qu'elle avait besoin d'aide. Je savais que ma fille, elle va rentrer trop, pardon pour le mot, mais dans la merde avec moi. Alors, j'ai dit, OK, je vais chercher l'aide. Puis je l'ai trouvée. Partout à travers le monde, le cannabis est la drogue la plus consommée. Une grande partie des consommateurs n'auront aucun problème, mais une personne sur 10 risque de développer une dépendance. Dans ce cas-ci, est-ce que la légalisation pourrait changer les choses? Je pense qu'un des risques, c'est l'image que si c'est légal, ça doit être safe. Et c'est ça qui n'est pas vrai. Je pense que c'est très important que les jeunes, les adultes, la société en général comprend que la cannabis a des effets indésirables, qui peuvent nuire sur la santé de l'individu, sur le côté cognitif et émotif, mais aussi ça nuit sur la santé des autres si vous conduisez un véhicule, vous travaillez dans un environnement où la vigilance est importante. Le docteur Lucot rencontre chaque semaine des patients qui ont développé des problèmes de consommation de cannabis. Le dommage qu'on remarque, c'est que quand les jeunes pensent que c'est bénin et qu'on fume seulement un joint par semaine, on sait que ça nuit au long terme sur leur capacité cognitive et sur leur capacité émotive. Donc, on est à risque de créer des patients à long terme qui vont avoir des effets, des limitations dans leur vie suite à la consommation qu'ils ont eue quand ils étails jeunes. Pour sa part, Maria ne sait pas encore comment elle va réagir le jour où le cannabis sera légal. Au début, j'étais fâchée. Comment ils vont égaliser ça? Égaliser? Légaliser. Légaliser, oui. J'étais vraiment fâchée. Mais bon, maintenant, je pourrais vous dire comment. Non, ça ne me dérange pas, mais dans la situation, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça va arriver. Le fait que c'est plus accessible, ce serait logique de trouver que la consommation va augmenter. C'est ça qu'on remarque avec le tabac, c'est ça qu'on remarque avec l'alcool, c'est ça qu'on remarque avec d'autres drogues, que le plus qui est accessible, le plus que c'est utilisé. Le gouvernement fédéral devrait déposer son projet de loi de légalisation ce printemps. Le docteur Lucot espère que les pour et les contre seront bien évalués dans ce processus. Je pense que c'est important que dans ce débat-là, qu'on souligne les risques et qu'on souligne que les risques sont réels. Ce n'est pas 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000. C'est quelque chose qui est assez populaire et assez commun. Maria, elle, doit poursuivre son séjour en appartement supervisé chez Portage.
Elle est fière de son parcours. Au début, j'étais trop dépressive. J'avais pas envie de sortir. Quand je sortais, j'avais des cravings. Mais quand même, j'ai sorti de là-dedans. Puis j'ai parlé avec mon intervenant. J'avais fait des liens. Puis maintenant, je travaille fort sur moi. Alors, je regrette d'avoir fumé, mais en même temps, non. Parce que maintenant, je suis dans une nouvelle vie. Ouais. Alors, doit-on s'inquiéter? Est-ce qu'on s'en fait pour rien suite ou face à cette légalisation du cannabis qui s'en vient? Geneviève Lefebvre, je commencerai avec vous, à savoir, des Maria, vous en rencontrez tous les jours à la maison Jean Lapointe. On dit dans le reportage que le cannabis est la drogue la plus consommée. Mais quelle place est-ce que ça occupe dans le palmarès des dépendances exactement, le cannabis? Est-ce que les gens, c'est la première drogue pour laquelle ils viennent vous consulter? En fait, non. Effectivement, premièrement, on rencontre, oui, des gens comme Maria. Par contre, je vous dirais qu'on rencontre beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, presque... Qui sont dépendants au qui cannabis? sont dépendants au cannabis et pour l'ensemble des drogues. Je vous dirais que 80 de notre clientèle sont des hommes. Alors déjà là, c'est comme si les femmes, pour des raisons qu'on pourra parler tout à l'heure, vont peut-être moins en traitement. Deuxièmement, par rapport à la clientèle qu'on a, je vous dirais que la clientèle principale pour laquelle les gens viennent chercher de l'aide, c'est l'alcool, à peu près à 60 %. La deuxième drogue, c'est la cocaïne. Et la troisième drogue, c'est le cannabis, quand même avec 10 de notre clientèle qui viennent spécifiquement pour une dépendance au cannabis. Ensuite, quand on regarde les deuxièmes dépendances, parce que souvent on est dans des polyconsommations, la deuxième dépendance, le cannabis, va augmenter à ce moment-là autour de 15 Ça, je vous parle de la maison Jean Lapointe, donc beaucoup des gens de Montréal et des environs. Docteur Chanu, qu'est-ce qu'on sait exactement des effets du cannabis sur la santé physique et mentale des êtres humains? Parce qu'il y a le cannabis thérapeutique, il y a des vertus. Là, on parle de cannabis récréatif. Où est-ce qu'on en est là, dans les études et les observations? Alors, tout d'abord, il faut préciser que pour les avantages du cannabis, il y a certaines études qui sont basées sur la plante au complet, mais que souvent, c'est un composé isolé de la plante du cannabis qui a été étudié, ce qu'on appelle un cannabinoïde. Donc, ça peut être, par exemple, le THC. Ça, c'est le cannabinoïde le plus recherché des consommateurs pour des fins récréatives, parce que c'est celui qui est responsable de l'euphorie et tout ça. Mais il y en a d'autres, comme le cannabidiol, qui ont des vertus qui ont été prouvées. Donc, on parle de la douleur, dans certaines douleurs chroniques, certains effets bénéfiques qui restent modestes en intensité, mais qui sont présents dans les études. On parle de diminuer la nausée ou les vomissements dans la chimiothérapie de cancer, de diminuer la spasticité aussi dans la sclérose en plaques, et parfois aussi de stimuler l'appétit dans les cas de sida ou de cancer avancé. Ça, c'est ce qui est un peu le plus solide comme effet thérapeutique du cannabis, et ça correspond d'ailleurs aux indications actuelles du cannabis médical au Canada. Du côté des effets néfastes, par contre, encore là, bon, il y a les études qui sont contradictoires, mais ce qui est le plus sûr, c'est que, de un, il y a le risque de dépendance. Donc, le cas de Maria l'illustrait bien. Dans le reportage, on disait 1 personne sur 10, 10 Est-ce que c'est pas mal le chiffre? Oui, en fait, 1 personne sur 10, 1 personne sur 11. Mais si on va chez les adolescents, c'est 1 sur 6. Et si on parle des consommateurs quotidiens de cannabis, c'est 1 personne sur 4 à 1 personne sur 2, 25 à 50 qui a une dépendance, finalement, au cannabis. Donc ça, c'est quand même le risque le mieux connu. On a aussi des évidences que ça donne des bébés de petits pois à la naissance chez les mères qui ont consommé du cannabis pendant la grossesse, un peu comme avec la cigarette. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, oui. Exactement. Il y a le risque de psychose. Alors, le risque de psychose dû uniquement au cannabis n'est pas nécessairement très grand. On parle surtout pour les jeunes qui ont commencé tôt la consommation de cannabis et qui en ont pris en quantité assez importante. Mais ce qui ne fait absolument aucun doute depuis des années, puis c'est mon pain quotidien comme psychiatre, c'est que pour des gens qui ont déjà une fragilité pour la psychose ou qui ont une maladie comme la schizophrénie, la consommation de cannabis, même en petite quantité, peut aggraver les symptômes, augmenter le nombre d'hospitalisations et diminuer la réponse au traitement.
Donc ça, c'est assez bien connu. Je vais donner la parole à M. Despaux. Donc, vous êtes entrepreneur et fondateur de Metrilife. Vous prônez, en fait, la consommation de cannabis. Vous considérez que oui, il y a des effets néfastes, mais pour vous, c'est quelque chose de plus positif que de négatif? En fait, j'amènerais une première petite subtilité. On prône la consommation responsable de cannabis dans un mode de vie sain. Puis je crois que la nuance, elle est quand même importante parce que le cannabis, bien, premièrement, c'est pas vrai que c'est pour tout le monde. Il y a des gens, au même titre que l'alcool, au même titre que le tabac. Ensuite de ça, par contre, oui, on est convaincu que le cannabis peut avoir des valeurs thérapeutiques. Puis c'est ce qu'on met de l'avant. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on éduque, en fait. Oui, qu'est-ce que c'est exactement, Metrilife? Metrilife, en fait, c'est une marque québécoise de produits, dans le fond, un lifestyle brand dans l'industrie légale du cannabis. Donc, on se positionne présentement dans cette industrie-là. En ce moment, on est une très petite entreprise, en start-up. On est une très petite équipe, puis on développe nos produits qui ne sont pas du cannabis. Donc, ce sont des accessoires qui vont autour, en fait, d'un certain type de consommateur. Et éventuellement, quand la légalisation nous le permettra, bien là, on considérera avancer là, plus loin vers les produits dérivés de cannabis directement. Oui. Puis je terminerai en disant qu'il y a vraiment aussi une autre grosse dimension qui est tout le côté média, côté éducation, dans lequel on investit aussi beaucoup d'efforts. Parce que, bien, une chose qui est sûre, c'est que la légalisation, ça s'en vient. Puis je crois qu'on est tous capables unanimement de dire qu'il y a un manque en ce moment au niveau là, du contenu québécois, contenu francophone, pour nous dire bien, qu'est-ce que le cannabis, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi que ça représente la légalisation. Voilà un peu notre créneau. Parce que vous-même, vous en consommez à des fins thérapeutiques, je pense, du En cannabis. Okay. De quoi vous souffrez, puis qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? En fait, moi, long story short, j'ai développé une maladie, en fait. Donc, je suis né avec ça, mais dépendamment de si tu es un homme ou une femme, dépendamment de l'âge, ça va se développer à un certain stade. Et il y a 3 ans, ça l'a frappé. J'ai commencé, donc j'ai été introduit au cannabis médical. En fait, j'ai été introduit au cannabis, j'en ai parlé à mes médecins, puis on évoluait ensemble. Puis, éventuellement, j'ai obtenu ma prescription. Maintenant, je traite mes symptômes avec ça tous les jours. Donc, j'en consomme systématiquement tous les jours, souvent le soir. Mes symptômes, c'est principalement des douleurs chroniques dans le bas du dos, dans les épaules, la mâchoire, les poignets, les jointures. Et le cannabis, bien, en fait, présentement, de tout ce que j'ai essayé, parce que, après avoir rencontré plusieurs spécialistes, de tout ce que j'ai essayé, c'est ce qui me donne le plus qui aide le mieux les symptômes en diminuant les effets secondaires. Ça, c'est une chose, c'est le cannabis thérapeutique. On en parlait tantôt. C'est un cannabis qui est quand même contrôlé d'une certaine façon dans sa fabrication. Là, hein? C'est pas quelque chose que vous achetez sur la rue. En fait, les producteurs autorisés présentement à Santé Canada, ça s'approche d'une forteresse, d'une prison en termes de comment est-ce que c'est contrôlé. Avec des procédés un peu absolument pharmaceutiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, Dr Chanu, que des gens décident de s'auto-médicamenter là, à partir du moment où ça va être légal? Tout à fait. Quelles seraient les conséquences de ça? Un peu comme le docteur Lecault aussi le soulignait dans le reportage, le fait que ce soit légal probablement va augmenter l'accessibilité. Et puis, c'est vrai que des fois, ça peut sembler peut-être plus facile d'aller chercher du cannabis que d'avoir une consultation médicale. C'est probablement plus facile. Oui, Pas besoin de médecin de famille. Oui, exactement. Ce qui serait bien dommage, parce que quand même, le cannabis, c'est sûr que ça a des vertus, mais il faut, je pense, comme vous avez procédé, c'était très bien. C'est-à-dire qu'il faut regarder toutes les options, puis chaque personne est différente. Et puis, selon aussi notre génétique, hein, est-ce qu'il y a de la maladie mentale dans la famille? Est-ce que je suis plus à risque de faire de la psychose? L'âge de la vie aussi. Plus on est jeune, plus le cerveau il est encore en développement, peut être sensible aussi. Donc, il y a des décisions qui doivent être prises et nuancées, disons, pour chaque personne. J'aurais une question, moi. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de minimiser l'impact, en fait, de l'automédicamentation une fois que ça va être légal? Parce que c'est un fait, tout le monde va l'avoir accès. Puis c'est sûr que si mon médecin me dit non, bien, je ne vais pas essayer de faire des démarches de plus. Je vais aller directement l'acheter au dépanneur. C'est un fait. Je crois que la seule solution logique, c'est l'éducation. Hein, là, on a beaucoup... Peut-être que du fait que c'était illégal, on s'en est peut-être pas occupé collectivement de s'informer vraiment sur les effets du cannabis.
Là, je pense que si le gouvernement décide de légaliser, il y a comme une responsabilité collective aussi d'informer mieux la population. Ça nous a pris trop de temps avec la cigarette et avec l'alcool avant d'avoir des campagnes de sensibilisation pour ne pas mélanger l'alcool au volant, etc. Geneviève, j'aimerais ça que vous me parliez des Montréalais. Est-ce que les Montréalais aiment le cannabis? Est-ce que la marijuana est une drogue populaire à Montréal, plus qu'ailleurs, au Canada? Oui. Où est-ce qu'on se situe dans les statistiques? Parfait. Bien, premièrement, le cannabis, c'est la drogue illégale la plus consommée dans le monde. Le Canada, il fait pas exception. Le Québec non plus et Montréal non plus. Donc, je vous dirais que le Québec se situe, ça va être la 7e province où il y a le plus haut taux de prévalence. Par contre, Montréal, dans le Québec, c'est la numéro 1. Donc, c'est la région où on a le plus de consommation de cannabis et évidemment le plus de problèmes de consommation. Donc, il y a quelque chose dans la consommation, mais il y a quelque chose aussi en tant que développer une dépendance. Donc, si on regarde au Québec, on est à 15 alors qu'à Montréal, on est à 17 de consommateurs. C'est-à-dire 17 de la population montréalaise qui consomme du régulièrement. Cannabis. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte portion qui est occasionnelle. Donc, on est dans le 54 Par contre, on a un 10 qui est à tous les jours. Donc, 10 à tous les jours, compte tenu de la fréquence, probablement de la quantité, il faudrait voir de l'âge, etc. Mais on pourrait penser que ces gens-là sont quand même à risque de développer un problème de dépendance et des problèmes associés. Et on a quand même un 15 qui consomment plus d'une fois semaine. Fait qu'encore là, c'est quelque chose de régulier. Fait qu'en plus d'une fois semaine et à tous les jours, on a 25 de la population montréalaise qui consomme, qui serait à risque de développer un problème de dépendance. Donc, on est des bons consommateurs. Oui. Oui. Est-ce que, Philippe, vous craignez pas, avec Métrilife, avec la légalisation, qu'il n'y ait pas davantage de gens qui soient dépendants du cannabis? C'est une bonne question, puis je ne veux pas me détacher tant que ça de cette question-là, mais en même temps, je me demande, est-ce que c'est vraiment le travail de l'industrie, des marques puis des producteurs que de faire ça, ou tant qu'à moi, l'éducation a fait c'est un effort collectif, mais ça doit parvenir un peu de tout le monde. Oui, je sais pas... Parce que vous, quand vous faites de l'éducation sur votre site, quand vous parlez de consommation responsable... Oui, bien, vous voyez, une nuance que je ferais... Ça se traduit comment, concrètement? Une nuance que j'apporterais... on parlait de consommer régulièrement ou à tous les jours, une fois par semaine. Quant à moi, quelqu'un qui binge, qui pendant une journée par semaine, il va fumer 18 joints, ou quelqu'un qui fume un dixième d'un joint, mais à tous les jours, pour moi, la consommation responsable, c'est celui qui consomme un dixième de joint à tous les jours versus un peu comme celui l'annonce pour l'alcool. On dit 2 verres par jour pour une femme, 10 par semaine maximum, 3 pour un homme. C'est un peu ça qu'il faudrait qu'on ait éventuellement. Après ça, je peux surtout pas prôner la consommation régulière de cannabis. C'est pas ça que je m'en venais dire, mais mon point, c'est juste faire une nuance sur la consommation saine. C'est une zone grise. C'est une... Après ça, comme j'ai dit tantôt, chaque personne, il y en a qui c'est des pour, puis... Oui, rapidement, je vous laisse le mot de la fin, Geneviève, parce qu'on a presque plus de temps. Donc, des inquiétudes à la maison Jean Lapointe face à cette légalisation-là? Oui, évidemment. Il faut, dans le fond, il faut se rappeler que pour une infime partie de la population, mais quand même, ces gens-là vont développer une dépendance et vont... Et on doit miser sur l'éducation, sur les croyances, éviter de normaliser ce comportement-là comme on a fait avec l'alcool et le tabac. Donc, éviter de normaliser le comportement, c'est ça, faire de l'éducation. Évidemment, il nous manque des grandes lignes de tout ça parce que le projet de loi n'est pas là. On ne sait pas comment ça va être distribué, contrôlé. Puis, dans tout ça, c'est les jeunes qui nous inquiètent, qui sont les plus à risque, qu'il va falloir le plus superviser, je pense, en bout de ligne, dans tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était trop court. On n'a même pas eu le temps de parler des problèmes sur la conduite automobile. Il va falloir vous réinviter. Avec plaisir. Merci.